Dans les métiers artistiques, il n'y a pas de mode d'emploi. Tu fais des tests et surtout tu apprends tes erreurs parce que c'est la meilleure manière de gagner de l'expérience. Mais sur un tournage, les erreurs, ça peut coûter très cher. Et je suis d'avis que pour se dire réalisateur ou réalisatrice, tu peux pas être une personne qui se pointe sur un tournage sans savoir quoi faire et qui essaye de dicter le travail de tes techniciens alors qu'ils le connaissent mieux que toi, tu vois. Pour moi, il y a un set minimum de savoir-faire à avoir, c'est l'expertise que tu vas proposer à tes clients et que tu vas travailler avec tes équipes. De même qu'il faut avoir un savoir-être, des soft skills qu'on a abordé dans une vidéo précédente que je t'invite à aller checker. Je vais te partager ce qui pour moi sont les compétences et les connaissances techniques de base à avoir quand on veut gérer ses réalisations, que ce soit des projets de commande ou des projets personnels, et je vais aussi te donner des pistes pour améliorer justement ces compétences. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager ça sur cette chaîne pour ouvrir en grand les portes du cinéma audiovisuel qui sont beaucoup trop fermées et évoluer ensemble. On passe au concret. Pour moi, tu as 3 compétences de base à avoir si tu veux te lancer dans des tournages professionnels, on va dire. Si tu as envie de passer à un niveau supérieur dans tes réalisations, il te faut au minimum des bases et si possible une expérience de terrain sur 3 compétences techniques qui composent donc les 3 départements, on va dire, les plus importants d'un tournage. C'est des domaines où plus t'es calé, mieux tu vas gérer tes projets. Mais attention, c'est pas les seuls. On va juste parler de ceux-là en premier parce que pour moi c'est la priorité. L'éclairage, le cadrage et le montage. Je serais curieuse de savoir si toi t'es réal et que tu fais des prestations de commande, quelle serait pour toi la triade des compétences que tout réal doit absolument avoir, mais pour moi c'est ces 3-là, en tout cas c'était en freelance quoi. S'y connaître en cadrage, au sens large, c'est au minimum savoir opérer une caméra, mais c'est aussi connaître à la fois tous les différents types de caméras et aussi pour quels projets leurs capacités techniques sont utiles. Tu vas pas prendre une belle caméra sur ton projet juste parce que ça fait cinéma, ça fait joli. Tu vas pas prendre une Alexa alors que tu sais pas l'opérer, autant faire un beau film avec, je sais pas, ta Sony Alpha 7 plutôt que faire des images pas ouf avec une Alexa quoi. Et même si tu maîtrises pas à 100% la technique, parce qu'en soi les chefs op, les assistants caméra surtout, sont là pour régler la caméra, faire les réglages caméra, si tu as une notion de comment on cadre un plan, comment on suit un mouvement, comment on suit l'émotion, tu vas réussir à mieux faire tes découpages techniques et donc à mieux véhiculer des émotions à tes spectateurs. Et le problème c'est que sur un plateau de tournage, si t'as pas toutes ces connaissances techniques là, t'es obligé de te laisser guider par les membres de ton équipe et du coup en quelque sorte d'opérer le projet à l'aveugle quoi. 2 solutions que tu peux combiner pour gagner de l'expérience en cadrage, déjà c'est de regarder des films bien évidemment, d'analyser des films en plus que tu les regardes, peut-être les voir une première fois en tant que public sans vraiment te prendre la tête et puis de les re-regarder une deuxième fois avec un œil analytique. Je rajoute une deuxième facette que tu peux faire depuis chez toi aussi, ça va être de regarder des vidéos sur la technique, de lire des articles quand il y a des nouvelles caméras qui sortent pour comprendre un peu comment elles sont composées. Et petit à petit, ces termes techniques ils vont te rentrer en tête et tu vas pouvoir les retrouver à travers différentes gammes de matériel et ainsi pouvoir identifier, ok, en low light, on va plutôt se tourner vers ce type de caméra-là et avoir des vrais échanges avec tes chefs opérateurs, chefs opératrices pour pouvoir concrétiser tes images, enfin tes projets en de belles images quoi. La deuxième solution pour gagner de l'expérience et pour faire des meilleurs découpages techniques, ça va être de faire des projets, que ce soit des petits projets de commande ou même des projets bénévoles, je sais pas, des photoshoots cosplay avec des potes ou des photos de famille, des petits films de mariage pour un événement, je sais pas, de ton cousin-cousine. En vrai, saisis toutes les opportunités que tu peux avoir pour juste avoir une caméra dans tes mains, que ce soit pour faire un film de famille ou que ce soit dans un salon professionnel, tester un peu une Sony Venice par exemple. La compétence technique qui va de pair avec le cadrage, ça va être bien évidemment l'éclairage. En vidéo, c'est complémentaire et à mes yeux en tout cas, ça fait aussi partie du travail de mise en scène des réals que de savoir dire quel type d'ambiance lumineuse on recherche pour telle scène et qu'est-ce qu'on cherche à véhiculer avec cette ambiance au spectateur. À mes yeux, c'est vraiment un bonus sur les projets de pouvoir parler le même langage technique que tes techniciens. Et pareil, avoir un minimum les termes techniques sur l'éclairage, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un éclairage 3 points, le studio hardcore, qu'est-ce que c'est que le contraste, qu'est-ce que la surex ça véhicule au spectateur. Tous ces éléments-là, ça va t'aider, pareil, à faire de meilleurs projets, à faire de meilleures images. Pour gagner de l'expérience en éclairage, pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire des projets bénévoles en tant qu'électro. Je dis bénévole parce que si tu n'as aucune expérience, peut-être que c'est normal qu'on ne prenne pas forcément direct sur une prestation client, ou alors peut-être en tant que stagiaire, par exemple, histoire que tu ailles là pour apprendre. Mais dans l'idée, tu vas sur cinéaste.org, une plateforme dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, où je te partage plein de conseils, donc je t'invite à t'abonner. Dans l'idée, tu vas sur Cinéaste et tu cherches des petits projets étudiants où tu peux candidater en tant qu'électro dans ta ville, dans ta région. Et à ce moment-là, ça te permettra d'apprendre un petit peu à maîtriser plus le matériel, à comprendre les temps d'installation et tous les détails dont je t'ai parlé. Tu peux aussi regarder des vidéos théoriques sur le sujet, il y en a pas mal sur YouTube. La troisième compétence la plus importante à avoir pour moi en tant que réal, surtout si tu es à ton compte, c'est de maîtriser un minimum le montage. Quand tu regardes d'ailleurs la plupart des réals à leur compte, ou même quand tu travailles pour des petites boîtes de production, ils vont faire le montage eux-mêmes. L'avantage de s'y connaître en montage ou de faire le montage de ces projets qu'on réalise aussi, ça va être que sur le set de tournage,
tournage, tu sais immédiatement quelle partie de tel plan tu vas choisir, etc. Déjà, ça te fait gagner du temps, à la fois au montage, mais aussi sur le tournage. Tu sais quand la prise elle est bonne et qu'on passe à la suite, tu sais quand c'est exploitable pour le montage, toutes les histoires de raccords, etc. Ça ne peut que aller en s'améliorant au fur et à mesure de tes projets. On dit que le montage, c'est la troisième écriture d'une histoire, et c'est réel, c'est ça qui va transmettre le ton, le rythme et toutes les informations dont le spectateur a besoin, au bon moment où il en aura besoin. Je vais t'expliquer avec une petite métaphore pourquoi on dit que le montage c'est la troisième écriture d'un film. Donc d'abord tu as le script, je reviendrai en fin de vidéo sur pourquoi je l'ai pas mis dans la triade des compétences essentielles à avoir. Le script c'est un peu comme la recette de cuisine, tu vois. C'est la marche à suivre et ça te donne aussi une idée de ce à quoi ressemblera le film à la fin. Le tournage, on peut dire que c'est le choix et la préparation des aliments. Tu vois, tu as choisi tes acteurs, tu as booké tes techniciens et chacun va apporter sa petite touche, sa petite saveur qui va rehausser le plat final. Et enfin, en dernier, le montage, c'est comment la recette elle est exécutée. C'est la cuisson qui va donner le plat final et est-ce qu'il est réussi ou non. Et franchement, la recette elle peut être parfaite, les ingrédients ils peuvent être dignes d'un 5 étoiles, mais si tu rates la cuisson, ton plat il sera immangeable. Et du coup, en tant que réal, si tu sais déjà comment au montage les images elles vont être assemblées, à quelle température tu vas les cuire, bah franchement tu mérites ton étoile Michelin quoi. Et la seule manière de gagner l'expérience en montage, c'est de pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. En vrai, pratique sur le plus de projets que tu veux, mais la réalité, en tout cas à mes yeux, et si tu veux travailler sur des prestations professionnelles en tant que monteur, monteuse, ça va être que le mieux c'est de suivre une formation. Il y a énormément de standards, de subtilités, d'outils, de raccourcis, de techniques à apprendre, et en vrai, bénéficier d'une méthodologie professionnelle pour apprendre ces standards-là, c'est la meilleure manière de réussir à devenir monteur pro quoi. Après il y a plein de formations gratuites aussi sur YouTube, ça prend juste un peu plus de temps pour atteindre le niveau professionnel et avec la théorie dans tous les cas il faut quand même pratiquer. Tu l'as compris, pour devenir réal, en vrai il faut pas mal taffer, surtout si tu veux atteindre un niveau professionnel et commencer à proposer des prestations en tant que réal. Et ça peut vite devenir compliqué à gérer seul si on n'a pas une méthode claire pour chaque projet. Faut préparer un découpage, rassembler les références dans un moodboard, préparer le planning du tournage, aller faire des repérages, booker les équipes et les tenir au jus des avancées en étant sûr de rien oublier. Si tu gardes pas le cap, ça peut vite devenir une galère. Moi, ce que je fais sur mes tournages, c'est que je prépare des templates que je réutilise à chaque projet. Et dedans, j'ai mis tout ce dont j'ai besoin pour mes prestations clients. Shotlist, feuille de service, liste matérielle, fiche de repérage, storyboard. Et vu que c'est Black Friday, ce pack de 10 templates professionnels, il est en promo avec un bonus exclusif. Le protocole clip, une checklist chronologique qui te guide étape par étape dans tes tournages de clips vidéo, de la veille au dernier plan de la journée. Le but, c'est que tu puisses bosser comme une vraie pro et proposer des prestations qualitatives à tes clients ou même sur tes projets personnels, et tu puisses aussi gagner du temps et de la sérénité sur l'organisation de tes tournages, même si tu tournes en solo ou que c'est un de tes premiers projets. Je te mets dans la description le lien pour profiter de l'offre Black Friday jusqu'au 6 décembre et on retourne à la vidéo. Si tu t'y connais dans l'éclairage, le cadrage et le montage, soit avec une expérience de terrain, soit avec des connaissances théoriques solides ou les deux, tu es bien placé pour te lancer dans la réalisation si ce n'est pas encore fait, ou si comme moi t'es déjà lancé, tu sais quoi travailler pour évoluer. Mais il y a tous les autres départements aussi qui composent la création audiovisuelle quand on est réalisateur, où il faut s'y connaître également si on veut proposer des œuvres complètes et de qualité. Je vais te les lister rapidement et je vais te donner quelques pistes qui m'ont aidé à les développer. Bien évidemment, comme je le disais, il faut au minimum avoir les bases en écriture. Ça veut pas dire forcément être une grande romancière, mais ça veut dire connaître au moins les bases des codes dramaturgiques, quoi. Parce que pour bien diriger des acteurs, il faut connaître un petit peu il faut comprendre comment fonctionnent les personnages qu'ils incarnent. En fait, ce serait comme essayer d'expliquer la route à quelqu'un alors que toi aussi t'es un touriste dans la ville, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que en tant que réal, c'est bien de pas forcément toujours écrire les scénarios ou de trouver soi-même l'idée qu'on va écrire. Là, en l'occurrence, on m'a commandé un scénario récemment et je suis beaucoup plus inspirée pour ce projet client puisqu'il m'a un peu donné toutes les clés et c'est à moi de construire l'histoire autour. Et l'histoire, elle me parle en plus. Genre, j'ai cette chance, c'est que l'histoire que m'a commandé le client, c'est grave une histoire que j'aurais eu envie de raconter, tu vois. Donc ça m'a juste donné le spark. Tandis qu'à côté, ça fait 1 an que j'essaye d'écrire une fiction et j'arrive pas à trouver le chemin narratif vers lequel j'ai envie de me diriger, tu vois. Mais en vrai, c'est comme pour tous les autres départements. Si tu comprends comment écrire une histoire, tu comprendras mieux comment la mettre en image. Donc du coup, si tu veux t'entraîner à écrire des scénarios, j'ai fait une vidéo que je te mets en description sur les étapes à suivre pour écrire un scénario de fiction. Une autre compétence hyper importante en vrai, si tu veux proposer des projets de qualité, c'est l'étalonnage. Si tu sais monter, cadrer, éclairer et faire l'étalonnage, mais t'es un véritable couteau suisse, tu vois ce que je veux dire? Sauf que l'étalonnage, en vrai de vrai, ça se délègue. Surtout, la vérité, c'est que si tu veux être bon dans quelque chose, faut au moins passer, on dit 10 000 heures pour vraiment exceller dans ce projet. Et à partir de là, tu vas vraiment commencer à être bon à partir de ces 10 000 heures-là. Sauf que on a tous 24 heures dans une journée, donc il faut quand même que tu fasses un choix dans ce dans quoi tu vas t'entraîner en tant que réalisateur. Donc tu peux t'entraîner un petit peu en étalonnage, un petit peu en montage, et tu vas avoir plus de compétences par-ci, plus de compétences par-là. Mais pouvoir parler au minimum le même langage que ton étalonneur ou ton étalonneuse et comprendre, tu vois, ne serait-ce que la théorie des couleurs, c'est essentiel pour pouvoir, pareil, porter tes images à leur plein potentiel. J'ai aussi fait une vidéo sur l'étalonnage, si tu veux savoir comment ajouter un rendu cinéma à tes projets, je te la mets en description aussi. Donc on passe à la suite, qui est jouer en stylisme. Et comme je te le disais, si tu choisis d'avancer à l'aveugle sur un des aspects de ton projet alors que tu es le chef d'orchestre,
bah forcément, ce sera pas forcément porté à son plein potentiel, tu vois. Ce sera pas forcément aligné avec le rêve du projet. Tu peux avoir une personne d'un talent extrême, ça c'est possible, mais tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te dire 100% chef d'orchestre, en tout cas à mes yeux. Le chef d'orchestre, quand il a un soloiste, un flûtiste qui fait son solo par exemple, il lui fait 100% confiance. Mais il va s'entraîner à faire la partition avec lui, tu vois. Il va le diriger pour qu'il soit bien dans les temps. Tu vois ce que je veux dire? On a aussi la décoration et le sound design qui sont très souvent sous-estimés, surtout par manque de moyens. Des fois, c'est des choses qu'on va pas forcément travailler sur des projets ou qu'on va faire rapidement. Mais pourtant, ça apporte une dimension en plus à un projet et surtout un véritable cachet à l'image qui n'est pas du tout négligeable. Et là, pour s'améliorer en décoration et en sound design, je les mets ensemble parce que pour le coup, pour moi, c'est vraiment en étant spectateur, entre guillemets, qu'on peut s'améliorer. Enfin, pour le sound design, en étant auditeur, en faisant attention au son dans des projets qu'on écoute, que ce soit des vidéos YouTube de, je sais pas, Seb Lafrite, à des films hollywoodiens de Tarantino, par exemple. Et pour la décoration, c'est pareil, ça va être d'essayer de porter attention à ces choses-là quand on regarde des références de films, de photoshoot, etc. et petit à petit entraîner son œil pour pouvoir se dire, ok, je fais un film qui se passe dans les années 2000, qu'est-ce qu'on va avoir comme déco, qu'est-ce que ça dit sur mes personnages, pourquoi la chambre de ce personnage ne serait pas pareille que celle de ce personnage et qu'est-ce que ça dit sur eux. Enfin, si vous filmez ces scènes dans ces décors-là, vous voyez ce que je veux dire. C'est très 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 important parce qu'un spectateur, il va tout analyser dans un film ou dans un projet vidéo. Et je termine avec le plus important, ça va être bien évidemment pour s'améliorer en direction d'acteur, qui est quand même une des composantes les plus essentielles du travail de réal. En vrai, il faut commencer à, tu vois, apprendre un petit peu l'acting, quoi. Tu vois, pour être acteur, en vrai de vrai, il n'y a pas de théorie, en fait. C'est que de l'expérience. Tu vois, tu t'inscris dans un club de théâtre, et tu fais des impros, tu t'essayes d'aller sur scène, je sais pas, faire un sketch d'humour, un truc comme ça. Mais juste, il faut que tu te confrontes en fait à ce que c'est d'être face à un public, d'être face à une caméra, d'entrer dans la peau d'un autre personnage pour vraiment comprendre le travail que font tes comédiens, ce que ça leur demande. Et pourquoi, sur un set de tournage, c'est des personnes qui sont les plus fatiguées à la fin de la journée. Et puis surtout, il y a une manière de parler à des acteurs, il y a une manière de les conditionner à rentrer dans leur personnage. Tu vois, déjà, le terme conditionner ne me plaît pas du tout. Et il faut vraiment que tu sois à leur niveau, entre guillemets. T'es pas supérieur à eux, t'es pas inférieur à eux, t'es à leur côté. Et comme je disais, pour vraiment réussir à l'être, pour moi, il n'y a qu'en ayant été à leur place que tu peux comprendre ce que ça fait d'être face à la caméra et d'être dans cette position, tu vois, je vais pas le décrire. Si tu l'as vécu, tu vois ce que je veux dire. En vrai de vrai, si, je sais pas, tu veux faire de la fiction par exemple, ou vraiment t'as une idée très précise en tête de ce que tu veux faire, même si tu fais des publicités de fiction, je sais pas, clairement, la direction d'acteur, c'est ce que tu devrais travailler en priorité. Parce que le travail de réal, c'est vraiment aussi de savoir déléguer quand il le faut à des techniciens et de savoir faire confiance. Et la seule vraie manière de savoir diriger des personnes, c'est de se mettre à leur place et de comprendre de quoi ressort leur travail. Mais d'autant plus pour les acteurs, parce que là, c'est vraiment un métier qui ne fait appel, entre guillemets, qu'à tes émotions, ce n'est pas du rationnel. Donc là, clairement, tu ne peux pas leur parler avec des termes rationnels, techniques et théoriques non plus. Il faut parler avec ton cœur, tu vois. C'est un peu cliché, mais c'est ça, en fait. Tu l'as compris, il faut savoir parler le même langage que ses techniciens, à mes yeux, pour être un bon chef d'orchestre. Même si ça veut pas dire que le chef d'orchestre, il sait jouer de tous les instruments, tu vois. Il sait au minimum ce que ça demande pour pouvoir mieux les diriger après. Et si on revient à la théorie des 10 000 heures... Et si on revient à la théorie des 10 000 heures dont je te parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, le but c'est pas d'attendre d'avoir fait tes 10 000 heures dans chacun de ces départements avant de te lancer en réalisation. Comme je te le disais, le mieux c'est d'apprendre en faisant en fait, et ça vaut aussi pour le métier de réalisateur. D'ailleurs ça me fait penser que je n'ai même pas abordé le côté organisation, planification, production d'un tournage. En fait ça un peu, je l'aborde en quelque sorte dans toutes mes autres vidéos, mais pour moi c'est un aspect aussi important de la réalisation, de savoir comment organiser un tournage. Mais ça je pense que c'est plus personnel à ma pratique des tournages, notamment parce que je suis chargée de prod aussi sur mes productions, et ce n'est pas forcément le cas de tous les autres réalisateurs. Certains, mais pas tous. Et ça me fait penser aussi au fait que j'oublie sans doute plein d'autres compétences, et je serais curieuse que tu viennes me le dire en commentaire si c'est le cas, que tout le monde puisse un petit peu partager son expérience sur le sujet. Ça nous permettra de tous d'apprendre un petit peu des expériences d'autres personnes. J'espère que tu as pu apprendre mon expérience aussi, et que maintenant tu sais à peu près comment bien diriger tes équipes. Si tu veux d'ailleurs approfondir sur ce sujet en particulier, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran, et je te dis à la prochaine vidéo.